Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 17e semaine consécutive de NFL. Ce soir, édition spéciale Noël. Voilà. Est-ce que les playoffs qui se dessinent sont ceux que vous aviez demandé Je ne sais pas. On va bien voir. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent avec bonheur l'actualité de la NFL. Arrêtez de faire du bruit dans le fond. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets bouillants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur prononfl.com. Oui, le site est vieux, il a été fait en 1902, mais il fonctionne à peu près. Tu peux jouer avec nous, toute la communauté francophone, et surtout consulter les avis de tes experts qui, franchement, savent vachement mieux que toi, c'est-à-dire nous. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, faire un petit coucou, ou même offrir des choses. Non, je vais dire des donations, non, on prend pas les donations. Parce que c'est Noël, il faut être gentil. Voilà, il faut être gentil avec tout le monde maintenant. Sans plus attendre, nos deux experts, voilà, c'est la trêve de Noël. Il a fait une petite pause dans sa cavale pour être parmi nous. Scooby, comment ça va? On m'a toujours pas attrapé, donc ça va. Voilà. Est-ce que tu as demandé un pardon pour Noël? Parce que Je ne demande pardon à personne à part à moi-même. Parce que apparemment, parce que bon, apparemment, on voit le nouveau tournant qui se tourne puisqu'il y a trop de Mohamed à l'hôpital et que Marine elle est pas super forte en pardon, ça va être, la suite risque de piquer pour tout le Tu as monde. réussi à confondre Mamadou et Mohamed, c'est magnifique quand même. Oui, bah écoute, c'est comment dire. J'avais une blague, mais elle était tellement sale. Bref, notre expert international, là-bas, le racisme, c'est autorisé, c'est beaucoup plus simple. Il est dans le nord du Nord, notre ami belge, c'est Rémi. Bonsoir. Salut, merci pour cette magnifique présentation. Non, c'est pas vrai. La Belgique, c'est quand même les gens, ce sont des gens très talentueux. Ils nous ont montré à une époque que ça pouvait tourner, et très bien tourner, sans gouvernement. Et ils en ont pris bonne leçon, puisqu'après, ils ont quand même décidé de ravoir un gouvernement. Donc, toujours pas pourquoi. Bref. Ce soir, nous avons plein de choses pour toi. Nous allons parler de la progression des QB, la dominance des Vikings, le quiz super facile de Scooby, promis. Nous allons avoir Titans aux Jaguars, des Falcons aux Commanders, des Jets aux Bills, les Broncos aux Bengals. Mais tout d'abord, honneur à Scooby, puisque ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas eu. Voilà, il faut qu'il y ait les fêtes de Noël pour lui libérer son planning. Voilà, donc c'est un peu notre cadeau de Noël, Scooby, cette année. Broncos au Bengals. Non, pardon, n'importe quoi. La progression. Non, mais non, d'abord la progression des QB. Tu voulais nous en parler. Oui, j'étais en train de faire des notes, justement. Et nous sommes tout oui. Non, en fait, cette remarque, elle m'est venue après que quelqu'un ait remarqué que sa mère, que Caleb Williams, depuis qu'il a joué contre CJ Stroud, et CJ Stroud avait fait un peu on va dire l'ancien pour qu'on parle aux jeunes. Depuis ce match-là, il est à 17 touchdowns et une interception. Alors moi, au début, j'y ai pas cru et j'ai vérifié, c'est vrai. J'ai fait la même chose que toi. Je peux pas y croire non plus. Et en fait, quand on prend les 5 derniers matchs de Caleb Williams, il est à... Alors, je viens de calculer, en plus, c'est super le timing, 1255 yards, 10 touchdowns, 0 interception. Donc, une nette progression, ça m'a fait penser qu'en fait, il commence à avoir un peu de l'espoir, on est un peu moins critique. Alors, Bryce Young, c'est un peu moins bien, parce que les 10 touchdowns, il les a pas fait dans la saison. Enfin, il les a fait dans la saison, plutôt. Mais pareil, Bryce Young, qui joue un peu mieux, il est un peu plus percutant, il est un peu plus dans le leadership. Bo Nix fait globalement une bonne saison, hein, on va dire, à part contre les Colts, où il a lancé 3 interceptions. Mais sinon, on met 3 TD. On va dire c'est prime Jameis Winston, mais sinon globalement c'est quand même une progression qui est pas mal et je trouve ça intéressant de voir les choses. Peut-être qu'on a été un peu trop dur, moi le premier avec Caleb Williams, parce que j'étais très déçu parce que je trouvais que offensivement autour de lui il y avait quand même des belles armes.
contrairement à ce que pouvait avoir Justin Fields. Et maintenant, il faut constater qu'il arrive de plus en plus à exploiter. Hein. Il fait des beaux matchs. Bryce Young, on l'a un peu enterré trop vite, mais ils ont oublié dans quelle équipe il était, qu'il changeait de cordon tous les 2 du matin. Et Bonix, je pense que les Broncos, on en parlera un peu plus après, mais c'est la plus grosse surprise de la saison pour moi, parce que c'est pas une équipe où on donnait un copec. Non. Mais voilà, donc c'était intéressant de noter que quand même, moi qui étais très sceptique en disant que c'était un peu tout le monde sous la roue, un peu tous pourris, offensivement c'est inintéressant, il faut croire que ça progresse et c'est une bonne chose. Rémi ? C'est à toi. Ouais, bah, je suis assez, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a juste un truc, c'est que c'est vrai que ces stats m'avaient assez surpris au niveau de Caleb Williams, mais les conditions dans lesquelles il sort ces stats sont à mon avis assez intéressantes aussi parce que les Bears restent quand même sur 9 défaites consécutives. Donc, il fait des bons matchs, mais est-ce qu'il fait des matchs suffisamment bons? Je ne sais pas. Est-ce qu'il profite aussi de garbage time? Est-ce qu'il profite d'une équipe qui n'a pas besoin de défendre à fond pour sortir ses stats? C'est une possibilité aussi, puisque pour moi, sortir des bonnes stats, c'est bien, mais gagner des matchs, forcément, c'est mieux. C'est vrai que j'ai pas arrêté de parler de Drake May qui fait des très bons matchs et qui perd. Donc, c'est peut-être un mauvais exemple, mais malgré tout, je trouve que Caleb Williams est entouré tout à fait autrement. Drake May a sans doute l'un des pires supporting cast avec Bryce Young, à mon avis, à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Au niveau de Caleb Williams, il a quelques belles armes. Il y a quand même une défense qui tient la route du côté de Chicago, enfin qui a tenu la route en tout cas du côté de Chicago. Malheureusement, c'est vrai que le point commun entre ces deux joueurs, c'est que la ligne offensive peut parfois partir assez bien en vrille. C'est vrai qu'il a su garder son calme. Il a diminué fortement les interceptions. Il a été un peu plus efficace, c'est vrai, en red zone. Donc, une belle progression. Malgré tout, moi, je reste un petit peu sceptique quant à l'évolution de Caleb Williams. Pour le reste, c'est vrai que Bonix, pour moi, est la très belle surprise. Il a fait un bon début de saison. Il a su se maintenir. C'est vrai qu'il manque parfois de régularité, mais je pense qu'on ne peut pas lui reprocher. Il est en train de réaliser quelque chose de très, très grand pour moi du côté de Denver. Et voilà, je suis assez d'accord avec l'analyse générale. Quand on parle d'évolution de quarterback, on a parlé de CJ Stroud. Je suis un petit peu déçu là où il nous a effectivement vendu beaucoup de rêves la saison dernière. Il n'est pas mauvais cette année, ce serait vraiment absolument faux de dire ça, mais je m'attendais encore à une belle progression de sa part et j'ai l'impression qu'on est peut-être en train de toucher le plafond de ce côté-là. Donc c'est un bon quarterback, c'est un fait. Je pense qu'il aura sa place pour quelques années dans la ligue, mais j'en attendais plus de lui. Je pensais qu'il pouvait passer au step supérieur et cette saison, je trouve que ça patauge un petit peu dans la semoule. Pour un peu défendre CJ Stroud, les Texans, ils ont chopé le syndrome de la 49ers aiguë. C'est un peu l'hôpital. Hein. Stephen Diggs, Tank Dell, c'est horrible. Je crois qu'il s'est, c'est pas juste les croisés, le MCL parce qu'il s'est tout fait, mais il s'est déboîté le genou, ce qui est quand même. Faut y aller parce que les épaules c'est facile, mais le genou non. C'est quand même assez solide. Donc c'est un peu l'hôpital quand même. Joe Mixon est toujours là d'ailleurs, ou j'ai un doute. Je pense que oui, hein, je ne sais plus. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai que Drake May, j'avais oublié que j'ai beaucoup aimé moi à North Carolina et fait très correct. Donc non, il y a des choses qui, pour l'avenir, peut-être que c'est pas aussi désastreux que je le pensais. Ouais. Effectivement, une belle progression, on a quand même des beaux quarterbacks. Michael Penix qui a fait un match correct contre les Giants, qui est le seul pick qu'il a lancé. On va dire que c'est pas de sa faute, c'est Kyle Pitts qui a fait un drop terrible. Non, c'est pas mal, à voir, c'est intéressant. Messieurs, à l'instant, vous parliez des Broncos. Et ben, c'est le moment de rentrer un peu plus dans le sujet Scooby. Les Broncos aux Bengals cette semaine, on en pense quoi? Tu sais pourquoi j'ai choisi ce match-là? Non. Parce qu'ils sont tous les deux en orange. Voilà. Quand on a des arguments solides, on ne peut pas lutter, Rico, de toute façon. Donc, faut comprendre que dans la famille Scooby, il y a la tradition des champignons de Noël.
Voilà, et le problème, c'est quand on prépare les émissions sous champi, ça donne. Voilà. Non, plus sérieuse, plus blague à part. Non, c'est pour moi un match de playoff en fait. C'est que le perdant, il a des grandes chances d'être éliminé, un peu moins pour les Broncos parce qu'ils ont quand même un match pour se sauver, mais ils affrontent les Chiefs et à mon avis les Chiefs, bon, on connaît la chance qu'ils ont. Et de l'autre côté, les Bengals, il me semble qu'ils sont éliminés s'ils perdent. Donc c'était quasiment un match de playoff avant l'heure. Ces deux équipes Un match qui ont des c'est un wild card quoi. Un wild card. Qui va se passer dans l'Ohio, si je ne me trompe pas. Ce que je voulais dire sur ce match-là, c'est que c'est un match assez intéressant. C'est deux équipes qui n'ont pas la saison qu'on pensait. D'un côté, plutôt en espoir, bonne défense. Je pense que alors je vais pas envie de dire de bêtises. C'est Van Joseph, le corps de def des Broncos, j'ai un doute. Ou je me trompe je me trompe tout le temps, ou c'est Wilkins. Je vais trouver son nom après. Mais qui globalement a un peu sauvé sa carrière, parce que je me rappelle l'an dernier, ils ont quand même pris. C'est bien, Van Joseph. Il s'est quand même pris de sa défense 70 points contre les Miami Dolphins. Et depuis, et ça, les gens, ils oublient ça vite. Et là, il y a eu de la vraie progression. L'offense tourne pas si mal que ça. Bonix est très correct pour un rookie, il fait des stats, il gagne des matchs. Moi, franchement, là où ils m'ont convaincu en termes de c'est bon. Alors, même si c'est une équipe un peu en déclin, c'était contre les Falcons d'Atlanta, ils les ont massacrés. C'était assez surprenant, et ils peuvent gagner des matchs. Alors, une des rares rencontres où ils ont pris beaucoup de points, à savoir contre les Browns, ils ont réussi à en mettre 40 derrière. Donc, ils sont capables de jouer. C'est pas encore parfait, c'est normal parce que quand même, ça manque un peu de talent globalement. Hein. C'est pas la meilleure équipe sur le papier. Je trouve que Sean Payton fait un travail formidable. Et c'est là où on voit l'importance du coach dans le management. Et de l'autre côté, on a une des équipes les plus tristes de la NFL. À mon avis, c'est quelque chose que Sean Payton avait déjà vu, lui, quand il était aux Saints, à savoir une attaque extraordinaire. Joe Burrow personne ne parle de lui en MVP parce qu'il gagne pas. Simplement, moi je vous le dis, s'il était à 13-4 ou 12-5, il serait numéro 1 pour les MVP. Ja'Marr Chase, peut-être même Offensive Player of the Year aussi. Mais malheureusement, défensivement, c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas très bien et du coup, ils sont à 7-8. Tout n'est pas fini pour les Broncos. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce match-là. C'est pas un match. Même s'ils sont à 7-8, ils sont pas éliminés. Je crois leur qualification en playoff, pour être honnête. Je pense qu'ils vont gagner leur dernier match. Mais c'est sûr que contre les Broncos, ça va pas être aussi simple. Ils sont à domicile, ils ont l'avantage. Mais d'un autre côté, défensivement, ça tient la route en face. Et offensivement, ça arrive à faire des jeux quand il faut. Donc pour moi, les Bengals doivent vraiment faire le match parfait offensivement. Ça doit rouler. Ça doit être meilleur que contre Tennessee où ils ont fait pas mal d'erreurs, je trouve, ou même contre les Browns. Mais vraiment un très très beau match qu'ils ont pu faire contre les Pittsburgh et Chargers et avoir une défense simplement correcte. Et avec une défense qui ne se prend pas plus de 20 points, ça devrait le faire. S'ils ne s'en prennent pas 40, ça devrait le faire. Voilà. Donc le clé du match, c'est la défense des Bengals pour moi. Rémi ? Ouais, je suis assez d'accord avec lui. Ouais, pas de souci. Je suis assez d'accord avec ça. On a un Joe Burrow qui fait une saison absolument exceptionnelle. Il va dépasser la barre des 40 touchdowns. Je pense que c'est quand même plutôt pas dégueulasse comme stat dans une équipe qui perd beaucoup. Le problème, effectivement, c'est qu'il doit inscrire 60 points par match pour espérer arracher une petite victoire. Donc, ça devient compliqué. On a une défense qui prend totalement l'eau. Pourtant, je trouve quand même que on n'a pas l'équipe la plus faible non plus au niveau des individualités défensivement. Je ne dis pas que c'est une grande défense, mais comme tu l'as dit, Scooby, je pense qu'une défense moyenne suffirait amplement à cette équipe pour faire quelque chose. Et en face, on a les Broncos qui sont quand même une très belle surprise, une défense qui, pour le coup, est très, très solide et peut provoquer des turnovers. On a une équipe qui réalise une saison assez canon et un Bonix qui fait une saison rêvée, je pense. Je pense que si on l'avait dit, ses statistiques avec 22 touchdowns, certes, il y a 11 interceptions, mais 22 touchdowns, c'est plutôt très honorable. On a un Sutton qui sort aussi une très, très grosse saison. On n'en parle pas beaucoup, mais il est très, très important dans cette attaque. Au niveau du running game, pour moi, ça pourrait être un petit peu mieux. C'est peut-être là que le bas blesse, selon moi. Et ça pourrait leur coûter cher, et notamment dans une rencontre comme celle-ci, où les Bengals pourront peut-être se concentrer sur la défense de passe.
tant le jeu la course est un peu plus faible. Et j'imagine bien Burrow réaliser du Burrow comme il a fait toute cette saison, continuer à trouver Ja'Marr Chase et ses autres receveurs pour aller chercher une victoire effectivement qui est primordiale. Ils sont à domicile, donc je pense que c'est un match qui est abordable. En déplacement chez les Broncos, ça aurait peut-être été une autre affaire. Mais là, je donne mon avantage aux Bengals qui sont d'ores et déjà en course pour les playoffs, malgré une saison absolument cataclysmique. Donc, qui sait, c'est typiquement le genre d'équipe qui est à éviter en cas de qualification en playoffs parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils sont là, ils arrivent en forme. C'est un peu la petite surprise. Et donc, on sait que le petit poussé peut secouer les gros dans les matchs à élimination directe. D'ailleurs, je viens de voir que Joe Burrow est questionable pour dimanche. Sérieux? Bah, il jouera, je pense. S'il joue pas, bon, c'est un peu... Oh, s'il joue pas, on est d'accord. Hein, le pronostic change totalement. Mais... Ah, merde. Je sais même pas qui est le backup de... C'est pas Ryan Finley? C'est plus Jake Browning. Ils avaient Jake Browning l'année dernière. Ah je oui, sais pas c'est vrai. Je sais pas si... Je pense que ça doit être lui. Il n'était pas si mauvais d'ailleurs. Allez Rico, on te laisse... Merci beaucoup. Allez. Non, mais c'est bon, moi je suis pas pressé. Je suis sous l'esprit de Noël là. C'est bon. Je suis en pleine digestion. Hein, oui, pas de. C'est bien Jake Browning. Hein. Ouais. Rémi, un sujet qui te titille apparemment cette semaine, c'est la dominance des Vikings, comme dans la période d'antan sur les côtes anglaises. Exactement. Mais pour moi, ils sont peut-être un peu moins convaincants que mes ancêtres. Parce que dominant, oui, dans les chiffres, mais dans les faits, moi, voilà, c'est peut-être un peu sévère, mais je suis vraiment pas convaincu par ces Vikings. Sam Darnold fait une très bonne saison, on peut pas dire le contraire. Celui qui avait annoncé plus de 30 touchdowns pour Darnold, franchement, bravo à lui. Mais j'ai un peu de mal, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est une équipe qui risque malheureusement, avec un tel bilan, de ne pas finir leader de division parce que devant, il y a des Lions qui sont très costauds, qui pour moi sont au-dessus de ces Vikings. Et ils les affrontent, ils se déplacent à Détroit en dernière semaine, donc c'est un match qui pourrait coûter très cher au final. Ça voudra dire qu'on aura un match en play-off en déplacement directement, qu'on fera tous les play-offs sans doute en déplacement. Pour moi, c'est compliqué cette affaire pour les Vikings. On a une équipe qui est assez régulière. La dernière défaite remonte quand même à quelques semaines. Je pense qu'il reste sur 7 ou 8 victoires consécutives. Mais il y a quand même pas mal de victoires qui sont un petit peu poussives. Pour moi, il n'y a pas de non marquant. Oui, ils ont battu les Falcons qui sont peut-être playoffables. Ils ont battu les Seahawks qui sont peut-être playoffables. Pour le reste, les 2 derniers matchs face à des équipes au bilan positif, je pense que c'était les Rams et les Lions, et c'est les 2 matchs qu'ils ont perdus cette saison. C'est pourquoi j'ai l'impression que c'est une équipe qui avait réalisé pour moi un bon début de saison en scorant des grosses équipes. Je pense notamment aux Niners qu'on attendait quand même à un haut niveau en début de saison, aux Texans et aux Packers qui réalisent une belle saison. Mais malgré tout, après il y a eu ces 2 défaites et depuis il n'y a eu que des victoires certes, mais c'est des victoires face à des équipes un petit peu moins reluisantes. Alors c'est pas eux qui décident de leur calendrier, mais quand je les vois jouer, j'ai quand même pas l'impression de voir un favori au titre, malgré le bilan de 13-2. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Et parler des Chiefs de l'autre côté qui pour moi ne sont pas ont un bilan très très flatteur, mais malgré tout restent parmi les favoris parce que ça reste les Chiefs et que Mahomes est toujours là. Mais ces Vikings, moi personnellement, j'ai du mal à y croire. Après ils font une saison magnifique, mais c'est typiquement le genre de saison qui pourrait se terminer en premier tour de play-off. Et voilà, je pense que je vois un retour à la maison rapide pour les hommes du Minnesota. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Scooby. T'es un peu dur. Ouais, c'est vrai, je le reconnais. T'es un peu dur, mais petite parenthèse, il me semble qu'on est bien parti pour qu'on ait 3 équipes dans la même division avec au moins 12 victoires. Je crois que je sais pas si c'est déjà arrivé. Non, je pense pas. Je ne trouve pas. C'est assez impressionnant, 3 équipes avec 12 victoires. C'est assez impressionnant. C'est vrai que les Vikings sont un peu font beaucoup questionner.
Je trouve que globalement, ils ont des points forts. Alors, c'est pas la défense contre la passe, mais plutôt contre la course qui est plutôt très bonne. L'attaque arrive à rouler. Justin Jefferson, il fait une grosse saison. Aaron Jones comme support de casse, c'est pas mal. Des fois, j'ai des trous de mémoire, ça me saoule. Comment il s'appelle le receveur? Jordan Edison, qui est pas mauvais non plus. Sam Darnold, voilà, donc il y a quand même une belle équipe. Si pour parler un peu du match contre les Packers, c'est pas mal Contre non les plus. Packers, ouais. Contre les Packers qui, en fait, j'ai regardé justement quand on parlait, mais roule sur tout le monde en fait, sauf si tu t'appelles Détroit. Leur seule défaite, c'est Détroit, 2 fois, Oui, Eagles c'est ça. et Vikings. Voilà. Donc globalement, Ouais, c'est ils ont ça. perdu tout le reste. Quand on regarde leur dernier match, 34-0 contre les Saints, 33 contre les Seahawks, 34-31 contre Détroit, ils ont perdu. Ils ont gagné 30-17, 38-10. Donc c'est vrai que Green Bay sont C'est en très pleine costaud, forme, ouais, c'est très, c'est très quand même costaud. costaud. Après, leur principale arme qu'ils ont su exploiter en fin de saison et pas en première, c'est Josh Jacobs, qui est absolument monstrueux, hein, qui fait une saison, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, j'aurais dit le meilleur running back de la ligue. Mais je sais pas, cette année, on est revenu en 2011, où c'est running back qui domine, et on Avec a des grands running backs. Derrick Henry et Saquon Barkley qui te font. D'ailleurs, c'est très drôle que le top 3 des meilleurs runs, c'est trois runs qui étaient dans d'autres équipes avant. Raiders, Ouais. Titans et Giants. Et les 3 équipes qui ont perdu ces runs sont très mauvais cette année. Les Raiders, les Titans et les Et Giants les Giants, c'est catastrophique. se sont écroulés. Tandis que ces 3 autres équipes, Packers, Ravens et Eagles, sont plutôt bons, voire très bons cette saison. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais voilà, donc pour revenir un peu aux Vikings, je pense que ça va être un match assez important en termes de test, justement, pour voir si Ouais, vraiment, je si suis c'est un d'accord avec peu de toi. la chance ou pas. Globalement, ils arrivent quand même à gagner. C'est vrai que ça a été dur contre Chicago à l'aller, 30 overtime. Ça a été poussif contre Arizona, plus que poussif même. Mhm. Mais il y a eu quand même des beaux matchs. On a quand même Sam Darnold qui fait une très bonne saison, hein. Presque 4 milliards, Faut pas bientôt dire le 35 contraire, ça, c'est sûr. touchdowns à mon avis, qui a ressuscité sa carrière. Euh, D'ailleurs, le Viking Seahawks m'a fait un petit truc bizarre quand je l'ai regardé. C'est comme voir 2 ex Mmh. en train de se. Hein. Euh, Mmh. c'est Ça t'a fait un petit truc bizarre? Ouais, il m'a voir Gino Smith contre Sam Darnold, ouais, ça m'a fait merde. Ça te fait quoi de Euh, jalouser un Gino Smith et un Sam Darnold alors que t'as Aaron Rodgers dans tes rangs? C'est quand même fou. c'est quand même ça, c'est vraiment l'histoire des Jets. Mais non, non, mais je pense que les Vikings sont pas à jeter comme on le croit. Ils perdent pas. Quand ils perdent, c'est de très peu à chaque fois. C'est pas non plus une équipe qui se fait écraser. Comme Non. tu le dis, ils n'ont pas perdu depuis un petit moment maintenant. Je pense qu'ils ont tous les armes pour réussir, mais effectivement, il faut être plus consistant et moins faire d'erreurs parce que des fois, c'est un peu poussif. Darnold nous fait du Darnold. Du coup, voilà. Mais je pense quand même qu'ils sont pas si mauvais, que Green Bay Vikings, ça va être vraiment le match pour savoir bon, qui va être le numéro 2. Et Ouais. surtout, est-ce que les deux ont les top 5? C'est une très très belle division, hein. Ouais, on l'avait annoncé en début de Même saison que ça allait être une très footballistiquement belle division. parlant, en termes de Malgré schéma. l'effondrement des Bears, ça aurait pu être je crois que ça aurait pu être une saison historique pour cette division-là. Je veux dire que même footballistiquement parlant, bon, Jordan Love fait pas la meilleure saison de sa carrière, mais il fait un peu, on avait trop d'interceptions. Mais même footballistiquement parlant, c'est incroyable à regarder, quoi. C'est vraiment beau. Les 3 là, chapeau. Ouais, Lui, c'est il a assez une FC impressionnant. Nord. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le match de ce week-end sera super important. Mais c'est aussi pour ça que j'annonçais un peu un effondrement des Vikings, parce que pour moi, les Packers vont l'emporter. Ça peut être un très beau match, je suis d'accord. Mais je Il faut pas pense oublier qu'il y a trop que, d'armes du côté des Packers. mais justement, il faut pas oublier qu'à côté des Packers, leur point fort et ce qui leur permet un peu de gagner, c'est Josh Jacobs, qui est monstrueux. Ouais. Mais de Ouais. l'autre côté, on a quand même une des meilleures défenses contre la course Oui, avec on a Minnesota. une défense de course qui est très très bonne, ouais, c'est clair. Donc, Ça va être un beau match-up. voilà, le match-up. Merci beaucoup, messieurs. Et Noël ne serait pas Noël sans un petit cadeau. Et ce soir, le cadeau, c'est pour Scooby. Le Jets contre les Bills. Scooby. On est obligé? J'ai pas envie. Il va aller assez vite celui-là. C'est Noël. J'ai vu que tu avais pronostiqué pour les Jets et je comprends. Ah Mais, oui. mais vous rigolez, mais en fait, quand Mais on non, regarde j'ai regardé le match contre les Patriots la semaine dernière, écoute.
Les Patriots, c'était pas si loin d'aller secouer les Bills chez eux. Hein. Mais au-delà de ça, en fait, on rigole parce qu'effectivement, les Jets cette année, et je le dis en tant que fan des Jets, est la pire déception de la NFL. Hein. Je pense qu'il n'y a pas pire. Les Giants se battent de proche. Hein, non, les Giants, personne ne voit. On les attendait nuls. On les attendait nuls et ils sont nuls. On les attendait nuls et ils sont très nuls. Peut-être. Peut-être number one pick. Hein. Je crois que les Giants n'ont jamais eu le premier choix de la draft d'ailleurs. Mais en fait, les Jets, quand on regarde objectivement, cette saison, ils ont pu battre tout le monde presque. Là, à part les Arizona Cardinals, quand on regarde les matchs, beaucoup de matchs serrés, que ce soit les Dolphins, que ce soit contre les Bills au match aller, que ce soit contre les Rams la semaine dernière, il y a très peu de matchs où ils étaient vraiment inférieurs. C'était beaucoup de problèmes de décision, beaucoup de problèmes de stabilité. Et moi, je pense qu'avec du recul, le licenciement de Robert Saleh a été la plus grosse erreur qui a tué la franchise. Depuis qu'il est parti, la défense s'est effondrée. C'est plus du tout aussi impactant que ce qui a été pronostiqué. Offensivement, c'est ambivalent et c'est pas. Alors qu'il y a quand même Devante Adams, Garrett Wilson, Breece Hall. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent rêver d'avoir un tel trio. Hein. C'est vraiment, quand objectivement, les Colts à un point près, les Seahawks à moins d'une possession et à moins d'une erreur à la con de perdre, les Dolphins, les Bills, les Patriots, les Vikings, les Broncos, tous les matchs des Jets ont été perdus presque à une possession, à part les Steelers, 49ers et les Cardinals. Tous les restes ont été gagnés de peu. Donc en vrai, le match aller, il ne faut pas oublier que Jets-Bills, il y a eu 24-21. Hein. Il n'y a pas eu 40-0. Hein. Ah ouais, non, clairement. Et c'est juste que les Jets, je trouve qu'ils ont fait un... Cette fois, il faut bien trouver une raison. Parce que en défensivement, bon, il y a CJ Mosley qui est souvent blessé. Enfin, il y a des blessés, mais il y a quand même des joueurs qui tiennent plus ou moins la route. Offensivement parlant, je veux bien qu'on trouve des... Bon, le rookie left tackle est en injury reserve. On va retrouver un Tyron Smith, là. Super. Mais sinon, offensivement, il y a quand même de très belles armes. Donc, je pense que le plus gros problème des Jets, c'est le management et le coaching. Je pense que c'est la première fois, parce que je dis rarement ça, parce que je trouve ça un peu facile de dire le coach est nul. Là, c'est une des rares fois où je le dis. Pourtant, tu le dis très bien. Tu le dis très bien. Merci. Bah, quand il faut le dire, il faut le dire. Hein. Moi, je dis quand c'est pertinent, tu vois. Quand tu dis tout le temps, ça n'a plus de sens. Mais là, je dis... faut le dire aussi, mais quand c'est mauvais, faut le dire aussi. El pertinence. Mais là, franchement, on peut pas perdre avec une telle équipe. On peut pas faire de telles mauvaises décisions. On peut pas faire de telles mauvaises décisions. Et je pense que les gens étaient durs avec Robert en début de saison. Faut pas oublier qu'Aaron Rodgers revenait. Il fallait prendre un peu de temps, peut-être, que les choses s'installent. Parce que Aaron Rodgers, mine de rien, il fait une fin de saison qui est correcte, hein, qui est pas mauvais. Hein. Donc voilà, moi je pense que la saison des Jets a été foutue à l'eau par Woody Johnson. Ouais, je vais avoir des problèmes. Mais voilà, je trouve que globalement c'était décevant et que les Bills en face, c'est vrai qu'il me semble quand même que Josh Allen est un peu blessé. J'ai cru voir qu'il avait un peu mal au bras, à la main ou qu'il lance. Mais je trouve que les Josh Allen est quand même. Enfin, les Bills, j'ai déjà dit, c'est un peu mon coup de cœur cette année parce qu'ils ont moins d'armes que l'an dernier. Et ils arrivent quand même à driver. J'étais toujours un anti-Joe Brady pour l'anecdote parce que je trouvais qu'on lui donnait trop d'intérêt par rapport à la victoire des LSU quand il était passing game coordinateur à LSU en 2019. On disait tous que c'était trop grâce à Joe Brady, ça m'avait énervé. Et j'avais pensé à leur Cordova et Sminger. Mais il faut fort constater que Joe Brady a très bien exploité ses armes, que le jeu au sol est très intéressant, qu'il a redonné James Cook et a remplacé son frère, Dalvin Cook. Mais voilà, donc tout ça pour dire que moi, objectivement parlant, je devrais peut-être pas dire les Jets, surtout si je vais être premier du classement des experts. Mais je ne peux pas, j'ai toujours voté pour les Jets. Mais encore une fois, ce serait pas le plus grand choc de l'année si les Jets gagnent, parce qu'ils l'ont match aller, à peu de choses près, ils avaient remporté. Et voilà, donc c'est un peu. C'est mon incompréhension. D'habitude, je suis fataliste. Là, je suis pas content. Et voilà, je suis déçu. Pardon, Rémi.
Pas de souci, pas de souci. Ben ouais, non, c'est un match qui pourrait être plus intéressant qu'on ne le croit. Les Bills sont forcément grands favoris. Ils sortent une grosse saison, ils sont très costauds. La semaine dernière, ils ont quand même montré, ils ont fait un non-début de match qui les a vite menés à 1-0-14 et ils se sont mis pour moi un peu tout seuls en danger. Mais c'est une équipe qui peut drive un petit peu sur tout le monde. C'est une équipe qui a une défense qui n'est pas si mauvaise que ça, malgré le fait que l'infirmerie a parfois été assez pleine aussi de ce côté-là. Et donc voilà, je suis forcément, pour moi, la balance penche pour les Bills, mais je suis d'accord sur l'analyse de la saison des Jets de Scooby, parce que c'est absolument scandaleux d'avoir de tels résultats de cette façon-là pour moi. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on perd de peu, mais on perd pas parce que l'autre est bon. Souvent, on donne le match aux adversaires, et ça, c'est quand même un gros problème de le faire semaine après semaine, et de terminer avec un tel bilan, avec une équipe qui est si riche en talent. Donc voilà, pour moi, match... Normalement, ça devrait aller pour les Bills. Ils sont à domicile, ils savent qu'ils doivent gagner. C'est assez accessible, mais malgré tout, les Jets sont là, les Jets sont des armes, les Jets peuvent être dangereux des deux côtés du ballon, selon moi. Et donc, ça pourrait être un match qui pourrait avoir son petit intérêt pendant un petit temps, mais j'imagine bien les Bills émerger, avec notamment un jeu au sol qui est quand même assez efficace et dont on parle assez peu, mais qui est pour moi l'une des clés de la belle saison des Bills, parce que Cook fait le boulot et à côté on a Allen qui fait une saison exceptionnelle. On a une équipe qui est solidaire et qui semble soudée. Donc ouais, belle surprise cette année de voir les Bills à ce niveau-là, et c'est sans doute effectivement l'une des équipes les plus séduisantes dans cette conférence, qu'on compare souvent aux Lions de l'AFC. Ouais, non, mais de toute façon, t'as oublié un facteur, c'est que les Jets, une fois ils limitent des playoffs, ils jouent incroyablement Ils jouent bien. bien, ils font chier tout le Aaron, monde. on va retrouver Aaron Rodgers Prime quand il a été MVP avec Green Bay. Tu vois. Merci beaucoup, messieurs. Le match, c'est bon, ça t'a fait plaisir, Scooby? Ah bah, il est parti se finir. Non, j'ai allumé la lumière quand même pour. Mais attention, on va voir où t'es. Ah, tu veux pas dire qu'il fait déjà nuit là où t'es, je comprends. C'est ça. Les gens en cavale, je te jure. Attends, non, c'est pas le bon code. Excuse-moi, je tape le bon code. 1, 2, hop. Rémi, je disais donc, les Falcons aux Commanders. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que voilà, une petite dédicace à Greg. Il est dans les listes des matchs, celui-là? Il y est. En tout cas, on va en parler maintenant, en tout cas, quoi qu'il en soit. Mais voilà. On a un match qui n'est peut-être pas le plus intéressant de la semaine, mais je vous avoue que c'était pas toujours simple de sélectionner 4 matchs. Mais j'avais envie d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on a des Falcons qui sont toujours en balance pour une qualification. Ça bataille ferme avec les Bucks pour une place en play-off. Je crois qu'avec cette rencontre, ça va être un peu compliqué d'aller chercher la victoire. Du côté de Tampa Bay, on est quand même capable de perdre contre un petit peu tout le monde, donc rien n'est fini de ce côté-là. J'ai envie de croire que c'est un match qui pourrait être quand même assez intéressant, parce qu'on a vu la semaine dernière des Commanders qui ont gagné face aux Eagles, ces Eagles qui ont été rapidement privés de leur quarterback, mais dans la manière, on en a parlé notamment avec Scooby, 5 turnovers, c'est un peu beaucoup. C'était pas très propre, donc j'ai été un peu déçu par la performance des Commanders, malgré la très belle remontée, on va pas l'occulter. Je trouve que c'est un match qui pourrait être au final plus intéressant que je l'imaginais. Je voyais les Commanders bien au-dessus à domicile, mais là pour le coup on a des Commanders qui sont plutôt bien partis dans la course au playoff. Ils vont se qualifier, c'est à peu près sûr, mais on a des Falcons qui eux sont pour le coup au coude à coude. Donc il y aura une place pour les Falcons ou pour les Bucks. C'est un match important. Je pense qu'ils sont capables d'aller titiller un petit peu les Commanders. On verra. Ce sera une deuxième expérience pour Penix. Il n'a pas été mauvais. On en a parlé. Il a été ok, pas exceptionnel, certes, mais il n'a pas fait de grandes bêtises. Et je pense qu'avec un match propre, face à une défense des Commanders dont il faut se méfier malgré tout, ça pourrait être une rencontre assez intéressante. Je suis très curieux de voir ce que pourraient donner ces Falcons. Ils vont tout donner, ils ont tout à gagner dans cette rencontre. Ils sont pas favoris, ils se déplacent, mais malgré tout, je les vois bien titiller un peu les Commanders. Pour moi, les Commanders vont émerger parce que plus de talent, parce que effectivement, c'est une équipe qui est mieux rodée et qui est pour moi une des, voire la plus belle surprise de cette saison. Et donc voilà, je pense qu'on aura une rencontre qui pourrait au final s'avérer très intéressante et qui a surtout une implication assez importante au niveau des playoffs.
Je sais pas ce que t'en penses, toi, Scooby. Vous saviez que le stade des Commanders était dans le Commanders. Maryland? Non, Voilà, je dis. c'était Donc, l'info en du fait, jour. c'était l'info du jour. C'est-à-dire qu'il y a 2 stades dans le Maryland, à savoir les Baltimore Ravens et les Washington Commanders. D'ailleurs, les places sont pas chères, hein. J'ai regardé les places Sideline, c'est Oui, 200 c'est les places $. les moins. Ça... J'allais dire attention à Michael Penix, peut-être que le public va faire du bruit, il est à l'extérieur. J'ai dit j'ai oublié, il va jouer à Washington, tout le monde s'en fout. Non, alors blague à part, c'est vrai que 5 turnovers c'est énorme. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la première fois de l'histoire où avec un tel écart turnover ils ont réussi à perdre. J'ai jamais vu ça. Jaden Daniels, c'est quand même une très très. C'est vrai qu'on a parlé des rookies quarterbacks. Après, c'est pas une progression parce que toute la saison elle a été excellente. Jaden Daniels, hein. Ça aussi, c'est une belle surprise. Les Commanders, Ouais. personne les voyait un peu. Tout le monde les voyait un peu comme les Bears, hein. Mais au contraire, ils sont plutôt percutants et pertinents. Depuis surtout la Fail Mary ou la Hail Mary, ça dépend de comment on va l'appeler. Mais je trouve que c'est une équipe qui marche plutôt bien, qui est intéressante, qui est agréable à voir jouer, que Cliff Kingsbury fait un très gros travail en tant qu'hors-off avec Jaden Daniels. Défensivement, c'est pas encore ça, mais bon, ça va prendre du temps. Il me semble qu'ils avaient trade à un moment tous leurs meilleurs défenseurs, hein, Montez Sweat et compagnie, ils sont un peu tous partis. En face, Atlanta joue quand même sa place en playoff. Maintenant, ils peuvent y croire. Depuis que Tampa Bay a dit, tiens, et si je perdais contre Dallas? Et du coup, maintenant, Tampa Bay doit absolument tout gagner et Atlanta doit perdre au moins un match plus pour que les Bucks puissent y aller. Ce qui est un peu décevant parce que je trouve que les Bucks sont bien meilleurs que Atlanta. Mais je sais pas trop pour Atlanta. C'est assez surprenant le choix de coach Morris. Pas de cut, mais de pas loin de cutter Kirk Cousins, hein. Je crois que c'est même pas genre on va mettre sur le banc, hein. C'est vraiment avant janvier. Merci, au revoir. De l'autre côté, mettre Michael Penix en fin de saison pour espérer qu'il gagne et nous ramener Atlanta en playoff, remporter la division. Je trouve que ça met beaucoup de pression sur le rookie. Ça met de la pression. Et moi, j'espère qu'il fera un gros match parce que je joue moi la finale de ma fantasy, hein. Je suis en finale et j'ai Drake London, donc j'espère qu'il fera des points. Mais c'est vrai que ça me paraît assez compliqué sur le papier parce que c'est dur. Michael Penix, alors il peut compter sur Bijan Robinson qui fait quand même une très belle saison aussi. Mais c'est assez compliqué. Atlanta, c'est pas une équipe qui me comment dirais-je, qui me hype, qui me convainc. Tandis qu'en face, on a quand même une très belle équipe de côté de Washington. D'ailleurs, alors j'essaie de me rappeler, j'ai eu un trou de mémoire, c'est pour ça que je suis sur mon téléphone, le coach des Washington, parce que j'ai eu Ryan Morris, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Dan Quinn va retrouver ses amis de Atlanta quand même, hein. C'est un peu, ce serait quand même beau qu'il élimine plus ou moins Atlanta des playoffs, hein. Ce serait quand même. Salut les copains, ça faisait longtemps, mais j'ai fait un Super Bowl et vous m'avez viré. On dirait Doug Peterson, il y a bientôt l'invité d'ailleurs, il va bientôt être libre à mon avis, Doug Peterson, hein. On va arrêter les vannes parce que j'ai perdu tout le monde. Mais sinon, voilà, je trouve que Washington globalement est une meilleure équipe, une bonne équipe de la NFC. Atlanta, j'aurais pu y croire, mais je trouve que depuis contre les Broncos, ils sont un peu effondrés. Kirk Cousins, il a plus trop voulu jouer à un moment, il a 100 yards, je crois, à son dernier match. À voir ce que va faire Penix, parce que là, c'est pas les New York Giants, même si c'est pas très loin de New York. Donc voilà, donc je suis pas très très convaincu par les Falcons. Et je pense que Tampa Bay va remporter la division et que Commanders vont remporter le match et se qualifier en playoff, il me semble, s'ils gagnent. Il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Et c'est le moment que l'on attendait tous. Parce qu'avec le retour de Scooby, il y a aussi le retour des quiz de Scooby. Et ça, c'est beau. Et le squeeze ce soir, c'est un défi. Puisque c'est le Scooby contre le Rémi. Rémi, il y a 4 personnages que tu connais absolument à 100% peut-être dans ta tête. Père Noël. Pour gagner les points, tu dois en reconnaître 2. Tu comprends? Donc je vais donner un peu les règles. Mais tu dois jouer les 4. Je vais donner sa position. Et une anecdote sur la personne.
Et à toi de me poser le plus de questions qui se répondent par oui ou par non, le plus rapidement possible. Et au bout de toute façon, Rico, il fera l'arbitre. Au bout d'un moment, quand il en aura marre, il va dire c'est trop tard. C'est trop tard, c'est perdu. Voilà. Je vais le faire graduellement du plus évident au moins évident. C'est que des joueurs qui ont marqué donc si les je me années plante 2000. au début, je suis dans le jus, quoi. Ça va. Ouais. C'est que des joueurs qui ont marqué les années 2000. Il y a des All-Pro, il y a des Pro Bowlers, d'autres moins. Mais il y a toujours que des linemen. Voilà, que le right tackle des... Mais attends, mais c'est que des linemen roux et gauchers. Donc normalement, ouais. Bah moi qui voulais faire Jari Evans, non. Allez, je t'écoute, je suis tout oui. Alors, premier joueur, c'est un running back. Et pour l'anecdote, il vient d'une université qui va produire plusieurs Hall of Famers, plusieurs joueurs qui vont être Hall of Famers dans les années 2000. Donc il y a un receveur, un corner, et un autre running back avant les années 2000, années 80, qui est Hall of Famer. Il vient d'une fac de l'Est des États-Unis. Ok. Voilà. Donc je peux commencer à te poser des questions. Hein. Ouais, vas-y. D'accord. Donc c'est un joueur donc c'est un running back en AFC. Oui. En AFC. Il a toujours été dans la même équipe? Non. Non. Et il a toujours été en AFC? Oui. Ok. Et il a commencé sa carrière après l'année 2000? Non. Ah, il est à cheval entre les deux siècles. Alors, ce serait... Il a gagné un Super Bowl? Non. Il aurait pu. Il a pas gagné un Super Bowl. Il aurait pu s'il n'avait pas changé d'équipe. Là, je t'ai donné un gros indice, je suis senti. Ok. C'est vrai que t'es super gentil quand même. Il est super gentil, hein. C'est fou. Moi, franchement. Mais tu sais, ce matin, je me suis levé, et tu vois, je me suis dit, Scooby, il est quand même super gentil comme gars. Quoi. Tu vois, c'est ce que je me dis toujours. Un gars qui a changé un running back connu, qui a changé d'équipe et dont l'équipe a gagné sans lui. Et donc, il n'a jamais participé au Super Bowl. Non. Attends, est-ce qu'il a jamais participé ou jamais gagné? Ni aucun des deux, ouais. C'est un mec qui est passé aux Patriots, qui s'est barré. Rico, il va peut-être plus l'avoir que toi. Rico a gagné, hein, je vais lui laisser alors. Non, mais attends, après c'est statistique. Hein, si tu veux, les deux dernières décennies, donc il y a un paquet. Rico, franchement, oui, il a commencé aux Patriots. Running back des Patriots. Oh non, drafté haut. Bah ouais, j'ai un trou. Non, au milieu. Mais je crois que tu sais pas que tu étais drafté aux Patriots. C'est pour ça. Il a joué aux Patriots. Hein. Non, mais il a joué. Ouais, c'est ça. C'est non, c'est avant. Donc il a drafté dans les années 90 alors. Enfin 90, pardon. Ah bah je sais, je figure-toi. Attends, est-ce que j'ai pas fait un peu une fake news? Je crois que j'ai fait une fake news. Moi, je suis assez sûr que... Alors, il me semble qu'il a fait un Super Bowl, il a fait un Super Bowl, mais avec les Patriots. Oh. Il a fait un Super Bowl avec les Patriots? Mais il a perdu. Ah. Il n'a pas eu beaucoup. Mais pardon, je m'excuse. Ah, bah alors attends, dans ce cas-là, c'est... Quand les Patriots perdent, c'est contre les Giants. Non, c'était bien après. Non, c'était avant. Il était Patriots en 90. Donc c'est celui de 96 alors, c'est ça? Le Super Bowl. Oui. Il perd beaucoup ton gars quand même là. Hein, oui. Mais un des all-time leaders à la course. Hein. C'est dur. Ouais, bah, écoute, j'ai un trou, tu vas me le dire, je vais avoir envie de me flinguer. Mais... Je donne ma langue au chat parce que si je pose plus de questions, ça va être... J'ai un dernier indice, parce que moi je veux juste jouer, je m'en fiche de gagner. Hein. Il est parti aux Jets après. Figure-toi, j'allais te demander s'il est parti aux Jets ou pas. Donc, gros running back des Jets. Brett Favre, non. C'est pas Sean Green. C'est plus fort que Sean Green. Non, il n'a pas été plus arrivé que c'était pas. Tu l'as pas? Je pense que c'est Curtis Martin. Ah putain, oui. C'est vrai. En plus, c'est un joueur qui est très appréciable et très, très classe.
Mais ne, C'était le plus facile de la liste. ne panique pas, Rémi, il te reste encore quelques chances de ne pas être un loser. Non, ce sera loser parce que c'était le plus facile. Et Curtis Martin, pour le coup, je dois le laisser à Scooby, c'était plus que jouable. Parce que Curtis c'est un gars Martin, qui est quand même encore pas mal présent. Franchement, quand Rico a dit Patriots, j'ai cru que tu l'avais. Mais après, je me suis c'est embrouillé vrai au que début. je l'assimile beaucoup plus Jets que Patriots, ça c'est clair et net. Mais... alors, celui-là, je vais faire 2 anecdotes parce que je suis pas trop un bâtard. Parce que le premier, à la base, bon, c'est un defensive end qu'on cherche. Ok. Et, la première anecdote, c'est que son dernier sac, c'était Jameis Winston. Ok. Et il a joué aux Saints? Non. Non. Mais le deuxième indice, c'est que je suis un des all-time leaders en sac. Il me semble que je suis dans le top 10. Top 10 all-time? Je crois, ouais. Je vais vérifier pendant que tu réfléchis. Tu poses des questions. Donc, c'est NFC. NFC, oui. NFC. Mais j'ai pas été drafté par la NFC à la base. Ah, drafté AFC. Et je crois que tu sais, personne ne le sait ça. Ok, ouais. Donc, identifié NFC. Donc, pas les Saints, tu m'as dit. Non. Il a arrêté sa carrière après 2010? Oui, largement. Ben oui, on parle de Winston de toute façon. Donc, je me suis arrêté à une défaite au Super Bowl. Je suis sympa. Je t'aide. Je sens des 0 points arriver. Est-ce que ma soirée s'est terminée à 6h du matin m'a aidé? Je ne sais pas. Alors, sortir de la brume. Il a un peu mal aux cheveux. Pose des questions au pire, hein, tu sais, général. Hein, tac. Est-ce que c'est un defensive end qui est blanc? Oui. Est-ce que j'ai beaucoup joué aux Packers ou pas? Non. Non, c'est pas Clay Matthews. Ça commence bien. J'étais parti là-dessus. Mais tu vois, je suis sympa. Je suis sympa. Il a beaucoup joué dans la même division que Clay Matthews. Putain, c'est bon, je te l'ai donné là. Ouais, mais tu te rends pas compte. Hein. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Faut retomber dessus. C'est comme quand tu joues avec le nom sur le front, tu vois. Mais... Il était aux Bears? Non. Un peu. Mais c'est pas là où il a été le plus connu. Il a été dans une autre équipe de cette division-là, alors? Oui. C'est pas les Lions. C'est les Vikings. Oui, il a été aux Vikings. Ah oui. Allez, putain. Si tu n'arrives pas à l'avoir, là, tu l'auras pas, franchement. Ouais, je réfléchis, mais de nouveau. Il est retraité depuis longtemps? Depuis. Bon, c'est pas une question oui ou non, mais. Ouais, pardon. Il est retraité avant 2018? Oui, avant 2018. 12e all-time, pas 10e. 12e all-time en sac. Putain, c'est fou de pas trouver un defensive end qui a empilé les sacs. Il n'y en a pas 10 aux Vikings, quoi. Il a été 2 fois carrière leader en sac de la NFL, dont une fois à plus de 20. Plus de 20 sacs? Ouais, c'est fou, tu vas me le dire, c'est fou. Là. Je vais arrêter, Rico, c'est la fin de carrière pour moi. Si j'ai pour c'est un tout petit peu la loose. Tu vois 22 sacs, c'était. Je te le dis? Je vais devenir fou, mais. Attends, laisse-moi une minute. Il a joué aux Eagles aussi? Non. Non? Bah, vas-y, dis. Jared Allen. Oh putain, la loose. Pour moi, il est plus la loose que Curtis Martin, d'ailleurs, si je puis me permettre. Ouais, j'avais hésité entre les deux pour savoir qui mettre en premier. Non, il était plus facile. Il était beaucoup plus facile. Ouais, non, Jared Allen, il est évident. Hein. J'ai l'impression que pour Noël, Scooby a décidé de t'offrir un sentiment de loose grandissant.
Pour le coup, pour moi, Curtis Martin, c'était pas un cadeau, mais Jared Allen, j'aurais dû l'avoir. Ça, on est d'accord que c'est un peu scandaleux. Surtout que en fait, je pouvais pas dire plus d'indices parce que Vikings, sac. Et en plus, comme Steven Blanc qui enchaîne les sacs aux Vikings, il n'y en a pas un million, quoi. On est bien d'accord. Et il n'y en a qu'un seul que tu n'as pas trouvé. Allez, la suite. Les deux prochains, je compte sur toi. Il faut être smart, ok? Il faut être smart. Le prochain, c'est perdu, là. T'as pas vu ma soirée d'hier. À 6h du matin, j'étais pas smart. À 4h du matin, il jouait defensive end hier. Exactement. Contre un mur, malheureusement, j'ai perdu. Mais... Ah putain. Alors, c'est un quarterback. D'accord, ouais. C'est un quarterback qui a été finaliste du Heisman. Il n'a pas remporté, il a été finaliste du Heisman. Il a été first team All Pac-12, All Pac-12 et All Pac-10 à l'époque, pardon. All Pac-10 et All American au milieu des années 90. Ok. Donc drafté au milieu des années 90 aussi. Ah, je t'entends plus, Scooby. Scooby! On m'entend ou pas? Si, on m'entend là. Ça y est, je t'entends, ouais. Donc, au milieu des années 90, il a été drafté, au deuxième tour. Au deuxième tour? Ouais. Il a fait une carrière de plus de 10 ans en NFL? Est-ce qu'il a fait plus de 10 ans en NFL? Je me demande s'il n'a pas fait juste en dessous de 10 ans en NFL. À peine 10 ans. Ok. Il a fait une grosse saison où il a éliminé quelqu'un de très surprenant et un des rares à l'avoir éliminé durant les division rounds. Il nous a fait une espèce de Mark Sanchez, en gros. Voilà. Tiens, la comparaison est très bonne, d'ailleurs. Pour une raison... Ouais. Pour beaucoup de raisons, c'est ça? Pour beaucoup de raisons. Donc, ce serait... c'est en... du coup, c'est en AFC ou pas? Il n'a pas été drafté en AFC, mais il a joué là où il a fait la meilleure saison, c'était en AFC. Donc c'est pas il a pas fait le Super Bowl. Non. Il a fait une finale de Alex Grossman ou un truc comme ça, quoi. Non, mais c'est la même époque. Même époque. Mais même si c'est pas la même saison presque. Ouais, blanc, ils étaient tous blancs en ce moment-là, de toute façon. Ouais. Donc, ça aurait été plus facile si tu m'avais dit non. Alors, il a battu l'équipe de Peyton Manning? Non. De Tom Brady, du coup? Oui. Il a battu les Patriots dans la première partie de la décennie 2000. Il n'y en a pas beaucoup. Peyton l'a battu. Il n'y en a qu'un, en fait. Il y en a qu'un autre. Il y a que Peyton et un autre qui l'aurait battu, alors. Non, il y a Flacco aussi, tu me diras. Et Flacco, il a fait un peu plus. En fait, pendant très longtemps, en Division Round, pas en wildcard, en Division Round, il y avait deux gars qui ont battu Brady. Mark Sanchez et l'autre qu'on cherche. C'est vrai. Attends, je réfléchis. Divisional Round. Donc, du coup, c'est en quoi? En 2002? 5. Ah, bah oui, c'est l'année d'après, du coup. 2005. Ils ont perdu contre qui en 2005? Divisional Round. Tu peux chercher l'équipe déjà. Hein. Ouais, effectivement. Équipe de l'AFC Sud? Non, pas l'AFC Sud. Bon, je sais pas. Je respecte même pas les divisions. C'est l'AFC Nord? Non, bah voilà. l'AFC Ouest. Bon, Rémi, tu me rends triste. Rémi, je suis super triste. Non, attends, il l'a presque. Je veux qu'il la trouve celui-là. Il l'a presque. Je veux qu'il la trouve. Ah, mais il rend triste, là. Bah, je réfléchis, écoute, c'est pas facile, hein, tu sais. Tu peux jouer avec moi, Rico. Tu sais ça? Non, ça me rend trop triste. Bah écoute, donc c'était les Broncos ou les Chiefs? C'était Broncos. Quarterback des Broncos. Dans ces années-là, c'était qui? Je t'ai fait le serpent.
Je te fais le serpent. Là, par contre, je suis en train de me perdre. C'est surnom. Le Snake. Bah, je sais pas qui était surnommé de Snake, Scooby. Je suis désolé. Bon, tu l'as pas? Non. Enfin, je l'aurai quand tu me diras le nom. Mais... Jake the Snake, Jake Plummer. Ah, Jake Plummer, je l'aurais jamais trouvé. Impossible que je le trouve. Désolé, Scooby. J'en ai un dernier, mais là, il va être violent. Hein. Bah, s'il est plus dur que les autres, tu peux déjà oublier, mais tu peux me donner son prénom et son nom, je le trouverai peut-être. Comment? On essaie le dernier que j'ai, c'est violent. Hein. Vas-y. C'est quelle année déjà? On va commencer par les années, parce que je t'avoue que... Il a joué entre 96 et 2009. Ok, quel poste? Receveur. Receveur, ok. J'allais te dire, en fait, je pense qu'on peut le qualifier du deuxième meilleur receveur de sa franchise. De tous les temps. Deuxième meilleur receveur de sa franchise? Et c'est pas Terrell Owens, même si les dates collent parfaitement. Bah écoute, je ne sais pas. T'aurais dit premier, ouais, mais deuxième, c'est la merde, quoi. Bah ouais, mais deuxième, c'est une équipe de merde, alors. Non, parce que j'ai fait un Super Bowl, que j'ai perdu de peu, au début des années 2000. C'est le club des losers du Super Bowl. C'est un peu Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Je me rends pas compte, mais c'est un peu ça. C'est un Rams? Non. Un peu après. Un peu après Juste après. Juste après. C'est l'année d'après. C'est un Panthers? Oui. Et c'est deuxième meilleur un receveur de petite taille. Non, il est quand même 1m88. Hein. Non, c'est pas Steve Smith, justement. C'est pas Steve Smith? C'est justement le jeu. C'est pas Steve Smith. En fait, comment j'avais tourné mon anecdote, c'est pour dire ce n'est pas Steve Smith. Mohamed? Oui. Ah, je l'ai trouvé. C'est le plus dur, je l'ai trouvé. Ouais, c'est vrai qu'à part Mohamed est peut-être le deuxième meilleur de ça, effectivement. C'est peut-être très vrai ce que tu viens de dire là. Moshin Mohamed, receveur des Carolina Panthers, je ne pensais jamais que tu allais le trouver. Ben voilà. Aucune logique hein, dans mon esprit trouble de post-Noël. Ouais, les faux souffrances, Rémi, je t'en supplie. Titans, Jaguars. Oh putain, tu parles de fin de souffrance et tu me parles de ça, t'es sérieux? Honnêtement, compte tenu de ce qu'on vient vivre, parler des Jaguars et des Titans, étrangement, c'est un petit plus, c'est une avancée. Bah écoute, moi j'ai trouvé Mohamed quand même, respecte-moi Rico. Ouais. Mais il y en a plein aux urgences, donc non. C'est Noël et c'est un match qui sent le sapin parce que je pense qu'on va se faire chier sec devant cette rencontre. On a deux équipes qui vont très très mal, qui ne tournent pas, qui perdent. La dernière victoire des Jaguars, c'est justement face aux Titans dans un match superbe et plein de suspense, remporté 10-6 avec 10 points inscrits dans le dernier quart du côté des Jags, donc ils ont fait un super carton, c'est sans doute le meilleur carton de leur saison. Mais bon, ça tourne pas, on a un Mac Jones qui est pas exceptionnel. Je crois qu'il en a 5 touchdowns pour cette interception. Du côté des Titans, on a un Rudolph qui est capable pour moi d'aller accumuler des yards, d'aller chercher des touchdowns et certainement beaucoup d'interceptions. Il en a 8 touchdowns pour 8 interceptions. Et j'ai envie de croire dans une rencontre comme celle-là que je ne vais pas respecter ma devise habituelle qui est de dire que quand deux très mauvaises équipes se rencontrent, je choisis toujours l'équipe à domicile. Cette fois-ci, je vais choisir l'équipe en déplacement. Pourquoi? Parce qu'au match aller, l'équipe en déplacement l'avait emporté. Et du coup, j'ai envie de me dire que ces Titans peuvent aller inscrire peut-être un peu plus de points que les Jags. On a une défense des Jags qui est capable de produire quelque chose d'assez sympa, mais l'attaque est tellement faible et moribonde que c'est compliqué de miser pour eux. Voilà, j'ai tendance à croire que offensivement, les Titans sont peut-être un peu plus armés. Ils ont quand même scoré quelques points la semaine dernière, notamment face à une défense des Colts qui est loin d'être ridicule. On a cumulé 30 points du côté des Titans, ce qui est quand même pas mal du tout. Ils en avaient inscrit 27 la semaine précédente face aux Bengals, ce qui est pas mal aussi. Après, les Bengals ne disposent pas de la meilleure défense, ça on le sait. Mais donc, pour toutes ces raisons, j'ai envie de donner mon petit avantage aux Titans dans un des matchs les moins attendus de la saison.
c'est pas le match le plus sympathique, mais en termes de suspense, je suis désolé, c'est super intéressant. Pour le coup, c'est assez compliqué de savoir qui a gagné. C'est ça. Je ne sais pas qui de Peterson ou de Callahan va se tirer une balle en premier. Ça va être qui va se. Parce que j'ai l'impression qu'à tout moment, Callahan, c'est fini pour lui. C'est un peu la blague que je fais, mais Will Levis, 12 TG en 12 interceptions, au moins consistant. Trevor Lawrence. Travis, c'est vrai que les Jaguars sont assez décevants. Il y a 2 ans, j'ai des trucs incroyables. On remonte à l'époque d'Urban Meyer, il se fait virer au bout d'un an. Doug arrive, grand sauveur, et je trouve les Jacks très consistants, qui ont failli battre les Chiefs en playoff. Et puis l'an dernier, c'était pas terrible. Mais bon, ils étaient à peu d'être qualifiés en playoff, il faut pas oublier. Et là, cette année, c'est l'effondrement cosmique. Un point positif, parce qu'il faut le rendre, le rookie Brian Thomas Jr. est plutôt bon, voire très bon. Avec tout ce que les problèmes qu'il a, il est presque à 1100 yards pour presque 10 touchdowns. Il fait partie des meilleurs receveurs statistiquement, le receveur de LSU. En face, les Titans ont une belle défense quand même, malgré toutes les imperfections de l'attaque. Ridley et Pollard se disent « Qu'est-ce que je fous là ?» C'est vrai que c'est pas. Moi, les Titans, je les aime vraiment pas quand je les vois jouer. Les Jaguars, à part la raclée interstellaire que leur ont mis nos amis, les Lions, 23-20 contre Texans, 10-6 victoire contre les Titans, défaite 32-25 contre les Jets, 19-14 contre les Raiders. Donc, c'est quand même des matchs globalement assez serrés. Les Titans, pareil, 38-30, 37-27, 10-6, 42-19, ça fait mal, et 32-27. Donc, c'est toujours la NFL, donc c'est toujours important de dire que tout le monde peut battre tout le monde. On n'est pas la NCAA avec le committee pour les playoffs. Ça, c'est un petit acte gratuit. Mais sinon, c'est un match assez serré. Je sais plus ce que j'ai mis pour être honnête. Je pense que j'ai mis Jaguars parce que je vais être honnête avec vous et vous allez voir à quel point c'est la loose pour ma vie. C'est que j'aime bien les Jaguars. Je dirais pas que je suis fan des Jaguars, mais c'est une équipe que j'aime beaucoup. Donc pour vous dire, j'aime les losers. Mais voilà, je pense quand même qu'offensivement, Travis Etienne, il se dit, je suis passé de Clemson à ça. C'est pas les bons. Je préfère les Tigers en termes de félin que les Jaguars. Mais voilà, non, ça reste très compliqué, très décevant pour les deux équipes. Voilà, mais je pense que Brian Thomas est peut-être la seule lumière. Tandis qu'en face, il n'y a aucune lumière. Donc voilà. Beaucoup d'espoir, c'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Écoutez, on va se voir l'année prochaine, si j'ai bien compris. Exactement. Ce soir, il y a de la NFL. Sur il y a de la NFL. Dans quelques heures, vous pouvez enchaîner. Dans 1h30, c'est parti. Voilà, qui devrait. Je vais pouvoir m'endormir devant la NFL. Qui m'emmerde profondément, puisque je ne sais pas si je peux publier cette émission à la même heure que le premier match de NFL le soir. C'est la provoque, c'est la mi-temps. Ça nous donne la mi-temps à quelle heure, ça? Ça donne la mi-temps 20h30. Ok, je vais publier l'émission à 20h30 ce soir, comme ça on va voir ce ça fait. Voilà. Okay, merci beaucoup, messieurs. Passez bonne semaine. Je répète, mais il faut en profiter. Enfin, c'est pas gratuit, mais c'est sur Netflix, ça n'arrive pas tous les 4 matins. J'ai pas la télé. Voilà, c'est cool. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et bonne soirée à tous. Ciao. Salut.